Et on continue un petit peu dans les régressions GLM. Donc, on est dans les dernières séries de slides. Donc, je suis un petit peu dans les slides fourre-tout où j'essaie de vous mettre des notions et des outils qui peuvent servir pour finir le cours. Donc, la série que j'aborde maintenant, c'est la série numéro 16, dans laquelle je voulais discuter deux points. Je suis désolé de tout mettre dans les mêmes slides, mais sinon, on va se retrouver avec beaucoup trop de capsules vidéo. Euh, et donc, il y a deux points que je voulais aborder. Le premier, c'est ces histoires de poids. Euh, donc le fait qu'on puisse mettre des poids différents pour chacun des individus et aborder un petit peu la régression 2D qu'on avait mentionnée jusqu'à présent, un peu rapidement en disant juste que la famille poisson composé avec des SO gamma appartenait à cette famille de loi exponentielle et donc on pouvait faire des régressions euh, dans ce contexte-là, donc sur ces lois dites 2D. Ok. Euh, alors, on est parti. Donc, première chose sur les poids. Alors, on en avait parlé un tout petit peu déjà des poids quand on avait parlé de la régression linéaire. Donc, je vais revenir dans le code des modèles linéaires parce que c'est plus simple à visualiser. Et ensuite, on verra un petit peu comment ça peut s'étendre. Euh, donc, le point de départ de la régression classique dans les modèles linéaires, c'est cette histoire de minimisation de la somme des carrés des erreurs. Okay, donc, c'est cette notion de moindre carré où on minimise la somme des carrés des erreurs, donc la différence entre les yi et la combinaison linéaire des variables explicatives au carré. D'accord. Donc, on a nos résidus au carré et j'essaie de minimiser cette somme. Et en fait, on peut s'autoriser à avoir des poids. Donc, ça va nous donner une régression qui va dépendre de poids. Donc, on en avait parlé un tout petit peu, en particulier quand je vous avais fait des régressions locales, en disant éventuellement mes poids oméga i peuvent être différents suivant l'endroit où je me trouve. Donc, si jamais je veux faire une régression locale en un certain petit x, dans ces cas-là, je peux mettre des poids qui peuvent être distants, qui peuvent être disons, proportionnels à la distance qui existe entre l'individu xi et l'endroit où j'essaie de me placer un petit x. Voilà, donc c'était un premier contexte. Le deuxième, on l'avait réutilisé quand on avait fait des régressions GLM, en fait. Dès qu'on a commencé à faire des régressions logistiques, on a vu qu'on se ramenait à des régressions pondérées. Euh, et dans ce cas-là, en fait, on a une forme fermée pour notre estimateur. Okay, donc, on se récupère au lieu d'avoir x transposé x moins 1, on avait du x transposé oméga x moins 1, x transposé oméga y. Okay. Donc, on a cette forme un peu générale dès lors qu'on a des poids. Donc, ce qu'on avait dit, c'est les poids, c'est pas compliqué parce que d'un point de vue formel, en tout cas, on est capable de le résoudre. Et je voulais revenir un peu plus sur la discussion de qu'est-ce que c'est que ces poids, pourquoi est-ce qu'on mettrait des poids, et revenir un peu plus en détail sur ce que ça implique, en fait. Donc, les poids, moi, je les verrais essentiellement dans deux contextes. Le premier, c'est quand on commence à avoir des données agrégées. Euh, donc, ça pourrait être le cas. Alors, un exemple qu'on avait un petit peu abordé, je ne pense pas que ce soit cette session, mais dans les examens des données passées où je mettais éventuellement des données agrégées par comté aux États-Unis, par exemple. Okay, donc, on essaie de mesurer une probabilité de guérir d'un cancer, par exemple. Mais j'avais seulement des observations par comté, donc je n'avais pas de données individuelles. Et éventuellement, ça peut être intéressant de mettre des poids proportionnels à la taille de la population. Donc, c'est un peu l'exemple que j'aborde sur le graphique de droite en disant peut-être que je peux ne pas avoir accès à des données individuelles pour plein de raisons. En fait, c'est souvent le cas en ce moment. C'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des données individuelles. Donc, peut-être que les données sont agrégées. Okay. Donc, ça, c'est une solution qui est recommandée dans la plupart des réglementations pour ne pas donner accès aux données individuelles. Donc, on agrège les données suivant différents critères. Donc, par exemple, ça peut être regroupé ici, je dis par province, par région, peu importe. Donc, j'ai des personnes qui habitent dans une même région, dans la même région. Et dans ces cas, ce que je vais prendre, c'est la taille moyenne et le poids moyen. Et ce qu'on se dit, c'est qu'au lieu d'avoir accès à ces données individuelles comme ici, peut-être que si jamais j'avais des poids qui étaient différents, okay, on pourrait avoir malgré tout un bon estimateur. Okay. Donc on a le droit éventuellement de dire, au lieu de faire ma régression sur les données au niveau individuel, donc qui me donnerait cette régression-là, okay, peut-être que je peux travailler au niveau agrégé et me dire peut-être que dans un groupe J, donc quand je prends la moyenne en l'occurrence, je vais expliquer le poids. D'accord. Donc, la moyenne des poids que je vais expliquer par la moyenne des tailles. Peut-être que mon modèle aurait du sens. Et qu'est-ce que j'entends par avoir du sens? Le fait que ces coefficients-là sont égaux.
Okay, donc le fait d'avoir agrégé les données, finalement, me permet quand même de faire des prévisions au niveau individuel. Okay. On rentre dans des sujets un petit peu plus compliqués, hein, que j'aurais pas le temps d'aborder en tout cas dans ces slides, mais c'est un sujet compliqué, ces problèmes d'agrégation de données. Euh, et encore une fois, ça marche essentiellement parce que je suis sur des données continues. Hein. J'aurais des variables factorielles, ça deviendrait plus compliqué. Donc, on arriverait sur des données compositionnelles et ce genre de choses. Donc là, je me restreins uniquement au cas simple. Hein. Et ce que je suis juste en train de dire, c'est que euh, peut-être qu'on peut avoir accès à ce genre de données, donc qui sont ces données agrégées. Et quand on est sur des données agrégées, ben, en fait, ça peut être pertinent, effectivement, de mettre des poids. Donc, c'est ce que j'essaie d'illustrer sur le graphique de droite en disant ben, peut-être qu'il y a euh, des zones dans lesquelles, en fait, j'ai beaucoup d'individus. Okay, donc, dans cette région-là, par exemple, j'ai un nombre d'individus qui est très élevé. Donc, peut-être que j'ai 30 individus dans cette région-là. Alors, en fait, ici, je n'ai pas pris des individus au hasard, on le voit, les regroupements, je les ai pris en fonction de la taille. Euh, et ce qu'on voit, c'est que. Donc, j'ai deux types d'estimation. Je reviens juste un instant, je vais faire des allers-retours, je suis désolé, mais. Donc, on avait cette régression qui est obtenue sur données individuelles et on a celle-là qui est obtenue donc sur les données agrégées. Et là, j'ai deux solutions. Soit je fais une régression avec des poids, qui est en fait la régression en bleu. Donc, ce que je vais dire, c'est que je vais utiliser une méthode de ce type-là en disant bah, mes poids vont être en fonction de la taille de mes groupes, en disant bah, si jamais j'ai beaucoup d'individus dans un groupe, c'est normal d'en tenir beaucoup compte. Okay. Et pourquoi est-ce que je peux en tenir beaucoup compte? Parce qu'en fait, ce que je suis juste en train de dire, c'est de dire bah, si jamais j'ai un groupe avec 100 individus puis un autre groupe avec 10, bah, c'est comme si je dupliquais mes observations 100 fois hein, pour récupérer une base avec le même nombre d'individus. Donc, je vais répliquer mes individus plein de fois. Okay. Donc, je reviendrai sur cette histoire de réplication un petit peu plus tard. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la régression avec les poids, c'est celle-là. La régression sans les poids, c'est celle en rouge, en pointillé. Okay. Et en fait, ce qu'on peut noter sur cet exemple-là, c'est que en fait, la régression sans poids, elle est un peu biaisée. Elle est un peu biaisée essentiellement parce que j'ai peu de regroupements dans cette partie supérieure, alors que j'en avais beaucoup par là. Et donc, euh, comme j'ai l'impression que cet individu-là, le petit individu qui se trouve là, il a la même taille que celui-là, dans ces cas-là, je vais tirer ma régression un petit peu vers le haut ici. Et donc, forcément, je vais me tromper un peu par là. Okay. Donc, je me retrouve à focaliser à un endroit où je n'étais pas forcément très très bon sur mon modèle linéaire. Encore une fois, on avait vu qu'ici, notre modèle linéaire, il sous-estimait la vraie valeur, c'est qu'on était plutôt au-dessus. Et donc, c'est ce qu'on essaie de capturer ici avec l'écho en pointillé. Donc, les poids, oublier les poids peut donner des estimations qui sont parfois biaisées. Et donc, ça peut en tout cas sembler justifier de mettre des poids. Donc, ça peut être pertinent d'introduire ces oméga i dans ma régression. Donc, à partir du moment où j'ai des données agrégées, de tenir compte de la taille des régions, des groupes. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent fait, en particulier quand on a des données par comté. Okay. Donc, supposons que je travaille sur l'espérance de vie, sur des problèmes de maladie ou whatever, mais que je n'ai pas accès aux données individuelles pour des raisons éthiques, pour des raisons de données publiques. Okay. J'ai peut-être accès à des données agrégées, mais dans ces cas-là, si le but est de prévoir des choses au niveau individuel, j'ai tout intérêt à mettre des poids qui vont être fonction de la taille des comtés, par exemple, aux États-Unis. En disant les données qui sont obtenues sur des comtés très très gros, je vais leur donner un poids beaucoup plus important que les comtés tout petits. Et, et, et en fait, ce qu'on avait vu, ça je renvoie là encore sur ce qu'on avait vu dans la régression OLS, c'est que introduire ces poids, c'était pas bien compliqué. D'un point de vue mathématique, en tout cas, ça change pas grand-chose parce que mes poids, je vais les retrouver dans cette matrice oméga. D'accord. Donc, je vais les mettre sur la diagonale d'une matrice et je vais récupérer tout simplement cette grandeur-là. Et donc, on retrouve cet estimateur que j'évoquais un petit peu oralement tantôt, qui était x transposé oméga x moins 1, x transposé oméga de y. Okay, donc ça, c'est mon estimateur avec des poids. Et donc, mathématiquement, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que je rajoute des poids sur une matrice et donc ça se calcule très facilement. Mais le point sur lequel je voulais arriver, c'est qu'en fait, l'écriture qu'on a en haut, en fait, je peux l'adapter dans le cas des modèles GLM. Et dans le cas des modèles GLM, ça revient à dire que j'ai des poids qui vont être ici. Okay, donc c'est un petit peu ce que j'avais évoqué très rapidement dans un slide précédent où je disais que classiquement, la fonction a de phi, en fait, on pourrait la remplacer par du phi divisé par un poids. Okay. Donc c'est exactement ce qu'on obtient ici, c'est que si jamais je veux adapter l'écriture qui se trouve en haut, dans ces cas-là, je vais retrouver mon poids ici dans mon équation de ma log vraisemblance. Okay, donc l'idée des poids, ça va être de
de mettre ce coefficient oméga i. Donc, je vais avoir la somme pondérée avec ce coefficient oméga i d'un terme qui était en fait notre log densité. Okay. Donc, c'est un petit peu ce qu'on raconte ici. Donc, dans la régression de Poisson, alors, on avait déjà évoqué quelque chose qu'on pourrait interpréter comme étant des poids, c'est cette notion d'exposition. Okay. Et ce que je disais, c'était observer une personne pendant 3 ans, quelque part, c'est comme si, si je veux le traiter comme étant une seule observation, donc ce qu'on disait, c'était qu'on avait le y, i qui suivait une loi de Poisson dont le paramètre, c'était 3 fois lambda i. Okay, quelque part, ça revient à se dire que ma donnée, je pourrais la répliquer. Okay, donc, cette observation, je pourrais dire ça correspond. Donc, je vais revenir à quelque chose d'analysé. Donc, supposons que cette personne ait eu un accident. Okay. Ce que je vais dire, c'est que c'est équivalent à avoir un tiers d'accident chacune des années. Okay. Et donc, ça revient à dire qu'on a une observation, YI, qui correspondait à avoir eu un tiers d'accident. Et c'est juste que je lui ai donné un poids qui sera égal à 3, qui est égal à l'exposition. Okay. Donc, en fait, c'est exactement l'expression qui est donnée ici, où je vais dire, je vais normaliser mes données. Donc, en travaillant sur Y divisé par l'exposition, on est sur une fréquence annualisée. Okay. Donc, si mon exposition est exprimée en années. Okay. Et je vais mettre des poids qui vont être égaux à cette exposition. Okay. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est que si jamais j'essaye d'écrire l'équation de vraisemblance associée à ce modèle, okay, mon équation de vraisemblance, elle va ressembler à ça. C'est-à-dire que j'ai une forme de loi de Poisson, entre guillemets, sur ma variable Y sur l'exposition. Okay, je mets des guillemets parce que ce n'est pas une variable de comptage. Je suis sur un comptage divisé par une exposition qui, même, ça se trouve, n'est même pas entière. Okay. Donc, j'ai cette grandeur-là. Donc, je remplace mon Y par Y sur mon exposition. Okay. Mais quand je mets mon poids ici, finalement, on se rend compte que l'équation à laquelle on arrive ici, elle nous fait très largement penser à l'écriture qui était celle que j'avais avec mon exposition. Okay. Quand j'avais mon exposition, je disais, je multiplie mes lambda i par mon exposition et j'obtenais donc mon équation de vraisemblance. Et en fait, mon écriture avec ma variable offset, en fait, je peux l'interpréter comme étant une régression pondérée, okay, à condition de travailler sur les données annualisées. Okay, je trouve ça un peu plus propre de travailler sur la notion d'offset, mais il faut juste comprendre que c'est à peu de choses près la même chose. Okay. Les équations, je continue à mettre un étoile ici parce que ce n'est pas exactement la même chose. Okay. Si vous développez, on se rend compte qu'ici, on va avoir un EI qui apparaît. La seule chose, c'est que ça ne va pas jouer sur mon inférence. Okay. Ça ne va pas jouer sur l'inférence parce que je n'ai pas de bêta qui intervient ici. Okay. Je n'ai pas de lambda i. Donc, en fait, quand je vais dériver par rapport à bêta à j pour récupérer ma condition du premier ordre, ce terme-là va disparaître. Okay. Donc, en fait, les équations qui nous intéressent, donc les termes qui nous intéressent, ces termes-là et ces termes-là, qui sont les deux seuls termes qui sont des fonctions de mes paramètres, vont nous donner exactement les mêmes sorties. Okay. Donc, c'était ce point-là sur lequel je voulais revenir. Mais en fait, c'est exactement la même chose qu'on avait quand on veut faire une régression binomiale. Si jamais j'ai une régression binomiale avec du BNP, okay, donc j'ai une observation qui apparaît ici, où je vais dire, en fait, je l'ai observé n fois, okay, et puis j'ai observé peut-être 7 fois un certain événement. Okay. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, j'aurais pu répliquer cette base. Donc, supposons ici que j'ai observé Y et N. Okay. Dans ces cas-là, je peux m'amuser à créer une petite base dans laquelle j'ai juste des Y qui appartiennent à 0,1. Donc, au lieu d'avoir une variable binomiale qui appartient à 0n, je vais la découper en petits événements qui appartiennent à 0,1. C'est-à-dire que je vais avoir un Y fois des variables avec des 1. Okay. Donc, je vais créer n observations. Il y en a très exactement petit y qui seront des 1 et n-y qui seront des 0. Okay. Donc, à partir de là, si jamais donc cette observation en yn, c'est ce que j'aurai dans une espèce de tableau de contingence. Okay. Si jamais j'essayais d'exploser mon tableau de contingence pour revenir sur la base de départ, ça revient à dire que je recrée une base dans laquelle j'ai que des 1 et que des 0. Okay. Et ça, je le fais de manière à coller avec le nombre de 0 et le nombre de 1 que j'ai obtenu dans ma base de données. Okay. Donc, au lieu de créer un tableau de contingence, au contraire, je vais le disjoncter complètement pour récupérer une base beaucoup plus grande. Donc, c'est ce que je raconte dans cette histoire de dédoublement. C'est de dire, supposons que j'ai observé des observations qui sont des Bernoulli BNP. Okay. Donc, j'avais une base dans laquelle j'avais mes Y et mes N. Mais dans ces cas-là, je vais créer une base dans laquelle j'ai mes petits Y, ma variable Y qui va être une variable 0,1,
donc dans laquelle je vais obtenir yi fois des 1 et n moins yi fois des 0. Et quand je fais la régression là-dessus, en fait, on obtient exactement la même sortie que ce que j'aurais eu en faisant une régression binomiale directement. Okay, donc je ne le fais pas sur la base. Donc là, j'ai ma base df. Ici, j'ai ma base big df qui consiste à avoir non pas je sais pas, supposons que j'avais 1000 lignes ici. Ben dans ces cas-là, je vais avoir 1000 multiplié par la somme des NI. Okay, donc supposons que chaque observation soit observée avec un n qui est égal à 5. Dans ces cas-là, pour chaque observation, je vais créer 5 petites observations qui sont observations au niveau individuel et je vais récupérer du 1 ou du 0. Donc j'aurai vraiment une variable binaire au lieu d'avoir une variable qui était à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Si jamais ce n'est pas clair, là encore, il y a des exemples sur mon blog dans lesquels je fais ce dédoublement. Donc soit je fais ma régression binomiale en faisant un cbind, ce qu'on avait vu dans une série de transparents, et je crois que c'était le numéro 21 sur celui où je fais un peu de démographie, on peut montrer que la régression binomiale, je peux l'écrire, là encore, comme dans le cas poisson, comme étant un ratio y sur n avec des poids en n. Okay. Bon, en fait, tous ces modèles sont équivalents. D'accord. Donc l'idée des poids, je peux effectivement les voir comme étant un dédoublement de ma base de données. Mais ce qui est en fait assez intuitif, c'est de dire, supposons que je travaille par comté. Okay, j'ai un comté avec 10 individus, un comté avec 100. Je peux faire comme si j'avais eu 10 individus, puis l'autre base, j'en avais 100. Okay, donc je me recrée une fausse base de données individuelles. Et comment est-ce que je les remplis? Je les remplis avec les données dont je dispose. Okay, donc c'est de me dire que dans mon comté avec 10 personnes, ils sont tous homogènes et ils ressemblent tous. Voilà, donc au lieu d'avoir une taille moyenne et un poids moyen, dans ces cas-là, ça devient la taille qu'a tout le monde. Donc tout le monde dans ce comté a la même taille et le même poids. Okay, donc c'est vraiment de revenir sur l'idée des poids comme étant des notions de tableau de contingence, et donc j'ai regroupé tout le monde. Donc, soit je m'amuse à regrouper, soit je m'amuse au contraire à le développer. Et ce que je raconte ici, c'est de dire qu'en fait, les deux sont proches. Alors, il faut juste faire un tout petit peu attention, c'est que c'est un peu plus subtil que ça. Et je vais revenir sur un exemple que j'avais là aussi abordé sur mon blog il y a quelques temps. C'est que je pars d'un tableau de contingence. Ça avait été envoyé par un collègue à moi et ça m'avait pas mal surpris cette histoire. Donc, je la raconte ici. Je n'ai pas forcément de réponse toute faite sur ces problèmes de poids. J'ai un tableau de contingence. Okay, donc ici, j'ai mes variables. De mémoire, ça doit être ma variable y qui se trouve là. Et ici, c'est ma variable x. Okay, donc y et x peuvent prendre un certain nombre de valeurs. Donc x peut prendre les valeurs 14, 19, 21, 23. Je ne sais plus ce que c'est comme type de données, mais c'était ce qu'on avait. Et y prend les valeurs 18, 23, 25, 27, etc. Et ce qu'on a, c'est juste ce tableau de contingence. Donc je sais par exemple que j'avais deux individus qui avaient y égale 25 et x égale 23. Okay, la question que lui me posait, c'était qu'est-ce qui se passe quand je fais une régression que je veux prédire au niveau individuel y par x. Donc, moi, je viens de vous expliquer qu'on avait des tableaux, donc une espèce de tableau de contingence. Si jamais je ramène ça sous forme de tableau, donc je vais pouvoir récupérer mon x, mon y et mon nombre d'observations. Okay, donc ces trucs-là sont des effectifs. Okay, donc par exemple, je vais avoir ma ligne 20, il faut juste que je ne me trompe pas, 23 pour x, 25 pour y, et j'ai deux individus. Okay, ma toute première observation, ce sera 14, 18 et 74. Okay, donc ma table, donc mon tableau ici, qui doit contenir, je ne sais pas moi, une soixantaine d'observations, va s'écrire donc sous cette forme-là, avec des valeurs pour les x, des valeurs pour les y et des comptages. Voilà, donc il y a deux manières, je pense, pour faire cette régression. La première, c'est de revenir sur d'utiliser cette base-là et d'utiliser les poids, de dire finalement chacune les tailles correspondent à des effectifs. Okay, et donc, je peux mettre ça comme poids. Donc, c'est exactement ce qui est fait ici. Donc, j'ai redéfini ma petite base telle que je viens de la définir un petit peu oralement, c'est-à-dire je prends mes x, je prends mes y et je leur associe un poids. Okay, donc, je vais faire une régression pondérée de y sur x avec des poids. Et j'obtiens cette sortie de régression qui me permet de montrer qu'il y a un lien qui va être de la forme suivante, 4,35 plus 0,68 fois x plus un bruit. Okay, donc on voit qu'on a quelque chose qui est en plus manifestement significatif. Okay, donc j'ai une p-value qui est à 10-9. Voilà, j'ai une régression qui est significative. Dans un second temps, on peut se dire, est-ce que je ne pourrais pas tenter de disjoncter ma base? Okay, donc disjoncter ma base veut dire cette ligne-là va me donner 74 lignes dans lesquelles je vais avoir 16, 14. Puis celle-là va me donner 6 lignes dans lesquelles je vais avoir 23, 14.
Ok, donc on continue comme ça, et donc au lieu de se contenter d'avoir des individus groupés par ligne, je vais les disjoncter. Donc je perds ma notion de poids, ok, mais simplement ma notion de poids va se retrouver intégrée par le fait que je vais dédoubler plus souvent les observations qui étaient très nombreuses. Et quand je fais ma régression, donc c'est ce que je fais là, d'accord, donc je crée ma base avec le bon nombre d'observations. Donc quand on arrive à 181 observations, on voit qu'on dédouble pas mal, d'accord. Par exemple, ici, j'avais mon 35-33 qui était dédoublé, parce que manifestement, j'en avais plusieurs, alors je peux revenir dessus. C'était dans cette base-là, ok. Donc, donc le dernier était tout seul, et celui d'avant, c'était celui-là. 35-33, il apparaît deux fois. D'accord. Donc celui-là, je vais l'avoir deux fois dans ma base, et celui d'avant, c'était 33-33. Ok. Donc c'est vraiment ce qui est raconté dans cette base-là. Ok. Donc j'ai ma dernière qui était tout seul, 37-35. 35-33, il y a deux fois, puis juste au-dessus, j'aurais dû en avoir un trois fois. Ok. Donc je dédouble ma base. Donc au lieu d'avoir une base avec grosso modo une soixantaine d'observations, je passe à 180. Donc là, je fais ma régression sans mettre de poids. Okay, encore une fois, la taille de ma matrice et le fait que j'ai dédoublé fait que je n'ai pas besoin d'utiliser mon poids. Ce qu'on observe, c'est qu'on a effectivement exactement la même régression. Okay, donc j'obtiens exactement les mêmes coefficients. Donc mon modèle est le même. Je vais juste souligner un petit point, c'est que c'est le même à une chose près, c'est la partie qui se trouve juste à côté, c'est ma standard d'erreur. C'est qu'en fait, les standards d'erreur ne sont pas du tout les mêmes quand on travaille sur les données dans lesquelles on a explosé le tableau et les données quand on a mis des poids. Okay. Donc c'est une différence que j'ai encore du mal à expliquer. Okay. Pour moi, les modèles devraient être équivalents, et pourtant, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc ici, j'ai un écart type à 2. Ici, j'ai un écart type qui est à 0,9. Okay. Donc les poids correspondent effectivement à cette idée qu'on a dédoublé. Okay. Quand on fait le dédoublement, on s'aperçoit que ça nous donne les mêmes prévisions. Okay. On a juste un petit souci, c'est cette histoire d'écart type pour lesquels on n'a pas de match entre les deux. D'accord. Mais l'idée de poids, effectivement, a du sens quand on raisonne en termes de dédoublement de base de données. Okay. Donc voilà, je vais m'arrêter là un peu pour les poids, mais les poids sont une composante assez importante dans la régression. Moi, j'en parle pas trop parce que je préfère faire des régressions sur données individuelles. Mais voilà, le fait est que bien souvent, on peut avoir accès à des bases dans lesquelles on a des regroupements, et dans ces cas-là, il convient de mettre des poids. Mais voilà, je m'arrêterai là. Je vais juste faire une dernière parenthèse sur le modèle Tweedy. Donc le modèle Tweedy, on en a parlé un tout petit peu parce qu'en fait, c'est une loi de la famille exponentielle. Okay. Donc cette loi, elle est obtenue comment? Elle est obtenue quand on a un poisson mélange. Donc c'est cette loi que j'aurai en disant que, alors je vais continuer à l'appeler Y parce que c'est plus simple, mais je vais récupérer une somme pour I égale 1 à N, où N va être une variable aléatoire de YI. Okay. Donc c'est exactement ce que je dis là. Donc j'ai un mélange de poissons, un campement de poissons. Okay. N va suivre notre poisson de paramètres lambda, et Y, les sauts, sont indépendants. Donc, ils sont indépendants et ils ont la même loi qui suit une loi gamma, alpha et bêta. Okay. Donc, techniquement, ici, j'ai une loi qui a trois paramètres. D'accord. Donc, j'ai une loi à trois paramètres, lambda, alpha et bêta. Okay. Si jamais je reviens à la loi telle que propose Tweedy dans les modèles GLM, okay. Dans les modèles GLM, on a plusieurs paramètres qui interviennent. Donc, il y a le paramètre phi, qui est notre paramètre de nuisance. Okay. Il y a le paramètre de moyenne, et il y a la valeur de la fonction variance. Okay. Et ce que nous dit Tweedy, c'est que la fonction variance, c'est une puissance de paramètre P. Okay. Donc, première chose à noter, c'est qu'on a une concordance en termes de dimension du problème. Donc, on a un modèle à 3 degrés de liberté. Okay. Le paramètre de la fonction variance, la moyenne et phi. Donc, j'ai trois paramètres, et comme par hasard, mon modèle poisson composé avec des sauts gamma est aussi un modèle à trois paramètres. Et en fait, ce que montre Tweedy, c'est qu'on peut trouver une correspondance entre les deux. Okay. C'est-à-dire que si jamais je vais commencer par la fin, mais supposons que j'ai une loi de poisson de paramètres lambda et une des lois gamma de paramètres alpha et bêta. Et dans ces cas-là, je peux trouver le paramètre P de ma fonction puissance associée, je peux trouver la moyenne associée, et je peux trouver mon paramètre d'échelle, mon paramètre de nuisance associé. Okay. Donc j'ai une correspondance directe entre mon alpha, bêta, lambda et mes paramètres de loi exponentielle, mais le raisonnement est vrai aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si jamais vous me donnez P, mu et phi, dans ces cas-là, je peux vous reconstruire
le paramètre de ma loi de Poisson, qui va dépendre de phi, de mu et de p, et les deux paramètres alpha et bêta. Ok, donc on a une correspondance directe dans les deux. Donc j'ai envie de dire, en termes de loi, le modèle Poisson composé avec des sauts gamma est équivalent à cette famille de la loi exponentielle dite 2D. Okay, donc en termes de loi, il n'y a pas de souci. J'ai une stricte équivalence, et donc faire un modèle Poisson gamma ou faire un modèle 2D, ça sera rigoureusement la même chose. Là où ça va se compliquer un peu, c'est que ce n'est pas équivalent dans le cas d'une régression. C'est-à-dire que faire une régression 2D n'est pas équivalent à faire une régression gamma et à faire une régression Poisson. Okay, donc je vais juste expliquer un petit peu la différence entre les deux. C'est que quand on veut faire de l'assurance, on pourrait se dire je vais modéliser la fréquence et je vais modéliser mes coûts. Okay, donc je vais construire deux modèles. Je vais construire un modèle pour mes n, pour mes nombres de sinistres, et un modèle pour mes sauts. Okay, donc ce que je vais pouvoir dire, c'est éventuellement que les n suivent notre Poisson de paramètres lambda i. Et là, ça tombe bien, on a un modèle pour faire ça. C'est le modèle Poisson, régression de Poisson éventuellement avec un dialogue, peu importe le lien en fait. Okay, mais je peux mettre un modèle poissonien. Okay, donc je vais avoir une première série de coefficients, et je peux faire la même chose sur ma loi gamma. Okay, donc je vais dire que mes sauts suivent aussi une loi gamma, mais je peux faire aussi un modèle sur ma loi gamma. Okay, le paramètre mu, il peut être différent d'ailleurs pour tous mes individus. Okay, donc ce paramètre mu, il va avoir aussi un modèle de régression derrière. Ici, j'ai pris une régression gamma avec un lien log, okay, mais je pourrais prendre un autre type de lien. Alors dans ces cas-là, ce modèle-là, malheureusement, il n'est pas équivalent à une régression 2D. Okay, le problème de la régression 2D, c'est qu'elle va être beaucoup plus simple que ça, parce qu'ici, en fait, j'ai deux régressions qui se cachent dans ce modèle-là. D'accord, donc le modèle Poisson composé est un modèle beaucoup plus général que la régression 2D. Okay, donc, malgré tout, au niveau individuel, ici, j'ai une distribution 2D. Okay, donc, quand je raisonne au niveau individuel, j'ai une distribution 3D, donc a priori, on pourrait se dire que c'est quelque chose de relativement général. Quand je regarde la dimension de mon problème, donc de 3 paramètres, je passe à 1, qui est mon paramètre phi, et j'ai aussi un paramètre, donc mon phi il est là. J'ai un jeu de paramètres qui va être les bêtas associés à ma loi gamma, et un jeu de paramètres pour ma régression Poisson. Okay, donc je me retrouve, supposons que j'ai 10 variables explicatives, je me retrouve avec un modèle avec 21 paramètres, ce qui est quand même relativement riche. Okay, le problème de la régression 2D, c'est qu'elle existe. Okay, mais quand on fait une régression 2D, c'est une seule régression. C'est une seule régression. Et en fait, c'est une régression qui est de facto beaucoup plus pauvre, parce qu'en fait, il y a juste le paramètre de moyenne qui dépend d'une des variables explicatives. C'est que la puissance, elle est donnée, et le scale, il est donné. Et donc, en fait, mon modèle avec 21 paramètres, tout d'un coup, devient juste un modèle avec 12 paramètres. Donc, ça reste quand même assez gros, il n'y a pas de souci. Mais le point qu'il faut retenir, c'est que la régression 2D, okay, n'est pas équivalente à faire une double régression, une régression sur la fréquence et une régression sur les coûts. Okay, donc, le modèle 2D, qui est quand même pas mal utilisé par les assureurs, en fait, c'est souvent assez facile de le battre, dans le sens où c'est souvent beaucoup plus riche de faire deux modèles. Un modèle sur la fréquence, donc on va essayer de faire une régression de Poisson pour expliquer la fréquence, et une régression sur les sauts. Okay, dans ces cas-là, faire cette double régression me donne un modèle plus riche que cette régression 2D. Si le modèle 2D marchait, la régression 2D marchait, on l'aurait comme cas particulier de notre double régression. Et encore une fois, il n'y a rien qui nous dit que les deux doivent évoluer dans le même sens. Donc juste pour insister là-dessus, c'est qu'au niveau individuel, au niveau des lois, j'ai une stricte équivalence entre cette distribution 2D et une distribution Poisson composé avec des sauts gamma. Okay. La seule chose, c'est que quand je m'autorise de l'hétérogénéité, l'hétérogénéité, je la capturerai beaucoup mieux avec une régression double, en jouant sur la fréquence poissonienne et en jouant sur les sauts gamma, que ce modèle 2D qui est en fait un peu trop contraignant. Voilà, donc c'est juste là-dessus que je voulais conclure. Donc sur cette régression 2D, donc qui reste quelque chose d'intéressant, et ça permet d'avoir une distribution. Donc la force de ce modèle, c'est de pouvoir marcher avec une force concentration en zéro. Donc on a un point en zéro, puis ensuite on a une distribution continue. Okay, donc on a un modèle qui est intéressant, et pas seulement en assurance, ça peut se retrouver dans pas mal de cas. Mais voilà, il faut juste se souvenir que des fois, c'est plus intéressant de revenir sur des modèles simples, fréquence-coût, que de travailler sur ce modèle 3D. Voilà, je vais arrêter là pour cette petite série.